l'aviation russe s'appuie sur l'armée syrienne au sol, bien entendu. Et il y a très clairement une dynamique de reconquête depuis plus d'un mois qui s'effectue avec une très bonne coordination entre les troupes au sol, syriennes, Hezbollah parfois, et l'aviation russe. La récupération, par exemple, du deuxième pilote russe qui a été faite par les troupes d'élite de l'armée syrienne. Donc, de toute façon, c'est la clé. C'est la clé, et je crois qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une réflexion sur la question des troupes au sol. Et pour ce Zoom, notre invité est Philippe de Villiers. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Vous êtes venu la dernière fois, il y a un an précisément, c'était le 22 octobre 2015, et vous étiez venu présenter à TV Liberté. Le moment est venu de vous dire ce que j'ai vu. Plus de 400 000 téléspectateurs vous ont suivi sur TV Liberté, ont suivi cet entretien, et aujourd'hui, finalement, c'est à travers les cloches sonneront-elles encore demain, vous venez nous dire, c'est le moment de dire ce que je vois actuellement de l'état de la France. Vous avez écrit en 2006 un livre qui s'appelait « Les mosquées de Roissy ». Et en page 169, vous écriviez « Il n'y aura jamais d'islam en France, il y aura une France de l'islam ». C'était en 2006. 10 ans plus tard, nous y sommes. Vous reprenez la plume pour nous dire en fait qu'il y a une France de l'islam aujourd'hui. Oui, les choses ont évolué de manière très défavorable. Je me souviens d'ailleurs que quand j'ai fait la tournée des médias en 2006, la première question des journalistes était la suivante. Tous médias confondus, ou presque. Vous êtes sérieux, M. Dullier? Or, mon livre contenait, comme celui-là, des documents des services secrets, des services de renseignement, qui étaient au-dessus de tout soupçon. Et des documents impressionnants sur les fameuses fiches, les badges, les mosquées les salles de prière sous le tarmac, etc. Toutes les sociétés de services infiltrées, etc. En fait, tout ce que j'ai dit en 2006 s'est avéré vrai. Mais jamais aucun journaliste ne m'a interrogé. Quand la CGT elle-même a déclaré « Attention, à l'aéroport de Roissy, il y a des problèmes ». Et à ma grande surprise, dans ma tournée des médias pour la diffusion de ce livre, les cloches sonneront-elles encore demain, je retrouve la même réaction. Et quand je dis, par exemple, il y a des parcelles du territoire où vivent des populations de plus en plus nombreuses et qui sont en train de faire sécession, eh bien, hier, il y avait une journaliste d'Europe 1, Arlette Chabot, pour ne pas la nommer, qui a dit « Mais vous avez vu ça où ?» J'ai dit « Mais le ministre de la Ville a dit qu'il y avait 100 Molenbeek en France. » Et le service du renseignement terroriste dit qu'il y a même des petites communes rurales qui sont en train de devenir des villages salafistes. Non, ils ne voient pas la même France que nous. Ils ne sont pas dans le même pays. Ou plutôt, vous avez trois forces qui se conjuguent. Le laïcisme pour faire le vide, mais le vide sera rempli par les islamistes. Le multiculturalisme au nom de l'identité heureuse, mais qui nous conduira à la guerre civile, parce qu'une société multiculturelle, elle est multidéculturée, déracinée des deux côtés, et multiconflictuelle. Et puis, vous avez l'islamo-gauchisme qui porte la société médiatique, qui l'infuse, qui lui donne sa consistance et qui, en fait, supporte la société de connivence. L'islamo-gauchisme, parce que pour l'islamo-gauchisme, peu importe si c'est le muezzin, pourvu qu'on se débarrasse du sacristain. Alors, en vous lisant
et tous vos ouvrages, finalement, je découvre quand même quelqu'un qui n'oublie rien. Parce qu'en 2006, celui qui a été le plus ferme de vos contempteurs, de vos adversaires à ce moment-là, c'était le recteur de la mosquée de Paris, Boubaker, qui avait déclaré que vous aviez fait preuve de provocation, que votre livre était un mensonge. Et là, j'ai noté que 10 ans plus tard, en fait, vous débutez votre ouvrage, Les cloches sonnent-elles encore demain chez Albin Michel, par une mise en cause du recteur Dalil Boubaker pour ses propos tenus, lui, le 5 avril 2015, non pas à Roissy, mais au Bourget. Vous n'avez pas la mémoire courte. Ben, c'est lui qui se rappelle à ma mémoire, le recteur Boubaker, puisque là, il a déclaré un jour, dans un dérapage incontrôlé, ou très bien contrôlé, que le nombre des musulmans doublait. Il a cité le chiffre de 6 millions devant l'UOIF au Bourget, le congrès de l'UOIF, et il a dit qu'il faut doubler le nombre des mosquées et transformer des églises en mosquées. Alors il y a certains évêques comme Monseigneur Dubosc qui se sont ajoutés au cœur des vierges, si l'on peut dire, pour dire oui, formidable. Voilà. Et il y a eu un écrivain qui s'appelle Denis Tillinac, qui est monté dans les tours, si vous me passez l'expression, pour dire c'est pas possible, on peut pas accepter de faire taire les cloches, comme dans les pays d'islam. Et je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est une allégorie de ce qui peut se passer. En Suisse, il y a eu un référendum contre les minarets, le peuple contre les élites. Et aujourd'hui, on voit bien que si on suivait la doctrine de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Conseil d'État, au nom du principe de la non-discrimination, on fait taire d'abord les cloches et ensuite on installe la voix du muezzin. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis né dans un petit village, une petite commune. Le vent des cloches apportait à travers les persières avec le chant du coq chaque matin et l'enclume, les 3 bruits de la campagne, les 3 mélodies de la campagne, les 3 mélodies qui réveillent la campagne. Et je me suis toujours dit qu'au fond, la voix des cloches fait remonter de la nappe profonde de nos paysages intimes l'unité allégorique des vivants et des morts de la grande symphonie française. Le clocher, le coq gaulois, les cloches. Et cette symphonie intime que tous les grands écrivains ont chanté, de Hugo à Chateaubriand et tant d'autres, Marcel Proust, etc., ce patrimoine intime, il est menacé aujourd'hui par le muezzin, c'est-à-dire par l'islamisation de la France, par la mosquéisation de la France. Et c'est pourquoi j'ai voulu écrire ce livre. Et en fait, si j'ai écrit ce livre, je vais vous faire une confidence. C'est pas seulement parce que je voulais alerter nos concitoyens, mais c'est parce que j'ai reçu beaucoup de documents de la part des services de renseignement, désespérés, et qui me disaient en gros ceci: nos élites sont dans l'allégeance orientale, l'allégeance à l'Arabie Saoudite et au Qatar. La classe politique est achetée, et donc elle ne fera rien là-bas, mais elle ne fera rien chez nous non plus. La grande dimitude en Orient, la petite dimitude chez nous. Parce que l'Arabie Saoudite tient les salafistes, elle les finance, elle les installe, elle les contrôle. Et les frères musulmans, qui sont en concurrence avec les salafistes chez nous, sont tenus par le Qatar, financés par le Qatar, soutenus et installés par le Qatar. Donc entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, il faut choisir. Vous avez des quartiers qui sont plutôt Qatar, des quartiers qui sont plutôt Arabie Saoudite. Et maintenant, dans beaucoup de cas, depuis Terra Nova, avec François Hollande, avec les socialistes qui voulaient donner le droit de vote aux étrangers, eh bien, une socialiste a dénoncé le marché, le nouveau souk. Il y a un souk là-bas en Orient, c'est « je te vends mes armes et je fais ta politique étrangère ». Le wahhabisme. Donc c'est le souk diplomatique, si on peut dire. Puis chez nous, il y a un souk électoral, la mosquée contre les voix.
On va poursuivre sur le livre. Juste une petite incidente. Vous parlez des cloches comme un marqueur d'identité. Vous dites d'ailleurs que c'est un pays sans identité, c'est un pays qui va mourir. Est-ce que vous pensez, comme Éric Zemmour, que le débat politique des mois prochains, et notamment celui de la présidentielle, va tourner autour de ce thème de l'identité? Ben, malheureusement pas pour l'instant. C'est éminemment souhaitable parce que quand on regarde la primaire, le débat sur la primaire il y a quelques jours, on voit que c'est une querelle d'épiciers, de comptables et de grossistes, tous immatriculés à Washington et à Bruxelles. Il y a deux questions qui ont échappé à ce débat. La première question, c'est la reconquête de la liberté de la France, nos pouvoirs perdus. Qu'est-ce que peut faire un président de la République? C'est Coty sans les chrysanthèmes. Si on ne récupère pas notre souveraineté. Souveraineté territoriale, souveraineté juridique, souveraineté monétaire, souveraineté militaire. Et puis la deuxième question, c'est la question de l'identité. Est-ce qu'on veut une société multiculturelle comme Juppé, qui n'a jamais lu le Coran et qui s'en est vanté devant Michel Onfray? Ou est-ce qu'on veut retrouver l'identité française, la protéger, la préserver, retrouver l'histoire, retrouver la langue, retrouver la France, la civilisation française? Voilà la question. Et en fait, je vais vous dire comment j'ai conçu ce livre. Je me suis dit, je vais révéler aux Français comment et pourquoi les élites, depuis 40 ans, ont livré le pays à l'islam, et comment et pourquoi elles se préparent à la grande concession territoriale, un nouvel édit de Nantes, qui va accorder à l'islam des places de sûreté soumises à la charia. Et pourquoi et comment? Entre le Coran et la France, il faut choisir. La nation est un lien amoureux. Si on veut refaire un peuple amoureux, il faut inventer un nouveau roman national. Non pas l'ancien, on ne le ressuscitera pas. Il est mort de sa belle mort, il a été enterré. C'était un tissu de noirceur vu par les historiens des années 60, un roman noir, a-t-on dit même. Donc il faut inventer un nouveau roman national en passant par l'autre façade, je parle avec mon expérience du Puy du Fou, par la façade du beau, par la façade de l'esthétique, pour faire descendre la France dans les cœurs et pour que chaque petit Français, de souche ou de désir, puisse partir dans la vie avec un bagage imaginaire qui habille ses rêves. Voilà ce livre. Vous consacrez dans ce livre toujours un chapitre intitulé « La défrancisation » et vous indiquez que c'est en 1983 que tout se retourne. Et j'ai été un peu surpris du choix de cette date, même si ça peut vous arranger. Si vous me permettez l'expression, on peut quand même faire remonter ce retournement, cette difficulté, au moins à Giscard d'Estaing, avec le regroupement familial, et peut-être plus encore avec le général de Gaulle, quand celui-ci décide de faire venir une main-d'œuvre étrangère à bon marché pour peser sur les salaires vers le bas. Est-ce que 1983, c'est pas finalement une date qui vous arrange, qui fait porter aux socialistes le poids d'une responsabilité qui est plus ancienne? Non, parce qu'à d'autres moments du livre, je vous rejoins complètement. Non, si on devait trouver une date, c'est les années 70. Pourquoi? Dans les années 70, il se passe trois choses, me semble-t-il. La première, c'est qu'on passe d'une immigration de peuplement à d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. La deuxième chose, c'est que le flux devient un flot. Et la troisième chose, c'est la fin du creuset d'assimilation. C'est Giscard, en fait, qui supprime le mot assimilation pour le remplacer par le mot intégration. Puis ensuite, le mot dérive encore, insertion, avec Mitterrand, en 1983. Alors, pourquoi 1983? Parce qu'à un moment donné, Mitterrand, en fait, devient européiste et mondialiste, sous l'influence de Delors, et c'est le début de ce que Michel Albert et toute la gauche intellectuelle appellent la mondialisation heureuse, avec Alain Minck, etc., qui est la sœur siamoise de l'identité heureuse. La mondialisation heureuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, on s'intéresse plus aux ouvriers. De toute façon, on ne peut pas continuer à les protéger, puisqu'on a décidé d'ouvrir les frontières.
Et donc, on va connaître les délocalisations d'usines. Et donc, c'est le début de ce que Hervé Algalarando, qui est un journaliste du Nouvel Observateur, a appelé la prolophobie. C'est-à-dire la détestation du monde ouvrier par les socialistes et leurs amis. Mais à un moment donné, donc c'est SOS Racisme, Harlem Désir, etc., ça c'est Mitterrand. Et à un moment donné, avec Terra Nova, Hollande va plus loin, et il dit qu'il faut construire une nouvelle coalition électorale. Et c'est comme ça qu'il a gagné l'élection présidentielle. À Aulnay-sous-Bois, le 7 février 2012, je cite dans mon livre, il déclare devant un parterre d'immigrés « Vous êtes moins riches qu'eux, certes, mais vous êtes plus nombreux. » Voilà, tout est dit. C'est pour ça qu'il voulait donner le droit de vote aux immigrés, comme d'ailleurs Nicolas Sarkozy avant lui. Et le drame aujourd'hui, dont personne ne parle, c'est que maintenant il y a une force électorale. Il y a 6 millions de musulmans en France, d'après M. Boubaker, d'après Mme Tribala, 5, d'après l'Institut Montaigne, entre 3 et 4. Comme les statistiques ethniques et religieuses sont interdites, on ne peut pas savoir. Mais on sait qu'il y a un point important, il suffit d'aller dans la rue pour comprendre. Quand on voit le nombre de voiles qui nous envahissent, on voit bien qu'ils sont nombreux. Et il y a une force électorale. Et donc, de plus en plus, enfin, il y a de plus en plus de communes, elles sont bientôt majoritaires, où la force électorale avoisine les 10%, et 10%, c'est ce qui permet d'être élu, vous voyez. Et donc, cette infiltration de l'islam en France peut donner des résultats catastrophiques. Soyons clairs, nous sommes devant une conquête. Moi, je n'ai pas peur des mots. J'ai pas de mandat, j'ai plus de mandat, j'ai peur de personne, j'affronte la réalité, j'ai décidé de l'affronter, je veux pas de poste, j'ai fait ce livre comme un livre d'alerte, comme un lanceur d'alerte. Donc je dis les choses, pas de contournement sémantique. On est devant une conquête démographique. Je publie le plan secret des élites à partir des Nations Unies avec ce qu'ils appellent la migration de remplacement. On a cru que c'était Renaud Camus qui avait utilisé pour la première fois l'expression du grand remplacement. Il a beaucoup de talent, il a beaucoup de courage, mais en réalité, on lui a fait un mauvais procès parce que c'est les Nations Unies ce sont les Nations Unies qui ont inventé ce mot, migration de remplacement. Donc il y a une conquête démographique qui est consentie, si vous voulez. C'est-à-dire que là, pardonnez-moi, parce que c'est là où aussi on a du mal à vous suivre, c'est que, et qu'on va vous reprocher, c'est déjà fait, la notion de complot. C'est que vous dites finalement qu'il y a un complot, que les élites françaises, avec les élites européennes, ont créé un Eurislam, un projet d'Eurislam, qui est très clairement une mise en place de l'islam en France par co-inclusion réciproque, hein, selon vos termes. Mais est-ce que ça, c'est quand même crédible ? Non, mais il y a les documents. Alors, vous parlez de complot. Moi, je ne complote pas, moi. Il n'y a pas de complot de mon côté. En face de nous, on ne peut pas appeler ça un complot, c'est beaucoup plus que ça. C'est une sorte de conjuration où on trouve ensemble l'islam et les élites. Les élites, en fait, ont un souci, c'est avoir une main-d'œuvre à pas cher. Donc, fabriquer un monde dans lequel le marché planétaire devient le régulateur des pulsions humaines. Un monde débarrassé de l'histoire, des idées, des religions, des États, des nations, des frontières. Ça, c'est le grand projet des élites, la mondialisation heureuse. Ce projet, qui se traduit aux Nations Unies par l'idée de la migration de remplacement, puisque de toute façon, on a stérilisé la population en Europe avec l'avortement, l'euthanasie, le mariage homosexuel, on tourne la société vers sa propre stérilisation et non plus vers la vie. Donc, il n'y a plus d'enfants, et comme il n'y a plus d'enfants, on va chercher ailleurs la population qui nous manque. C'est toute l'idéologie de Merkel avec le patronat allemand. Ça, c'est une chose. Appelons ça complot ou pas complot, disons qu'il y a un projet là. Il y a un projet de remplacer la population, un projet de changement de peuplement. Et ce projet rencontre le projet des frères musulmans, que je dévoile dans mon livre, qui s'appelle le Tamkin, qui a été en fait révélé par un ancien frère musulman. L'ancien responsable des frères musulmans en France, qui a dit, voilà, le Tamkin, c'est quoi ? C'est l'islamisation tranquille. Et donc, en réalité, vous avez d'un côté les élites qui disent, on va changer la population, et de l'autre côté,
Tariq Ramadan qui dit qu'il faut changer de peuple, en reprenant l'expression de Bertolt Brecht, devant les musulmans du Nord, à Lille, il n'y a pas longtemps. Il faut changer de peuple. Voilà. Donc en fait, je parle de conquête, mais je devrais aller plus loin. Martial Bill, colonisation. La colonisation, on sait ce que c'est. C'est quand un peuple va chez un autre peuple, où il n'est pas chez lui, pour imposer son mode de vie, son art de vivre, sa culture, sa civilisation. C'est le cas en ce moment. C'est le cas en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a des quartiers entiers où la France ne pénètre plus. Vous avez vu Viry-Châtillon, il y a une chose qui est frappante à Viry-Châtillon, la plus frappante, c'est qu'on ne les a pas encore retrouvés, les fameux sauvageons de M. Cazeneuve, qui sont des barbares et des colonisateurs, et qui, en fait, pour des raisons liées à la drogue, au moment où on ouvre une salle de shoot à Paris, ont décidé qu'ils étaient chez eux, que c'est leur territoire. Les territoires perdus, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Mais est-ce que redouter ou souhaiter, certains évoquent cette partition de part et d'autre. Alors c'est vrai que c'est la fin de l'intégrité territoriale, mais certains évoquent aussi qu'on avance vers ce principe de séparation pour éviter la conflagration. Quel est votre sentiment là-dessus? Parce que il y a des gens qui se disent, à la limite, il faudrait peut-être céder des territoires pour conserver l'intégrité des autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez concevoir? Alors, les services de renseignement, en tout cas certains d'entre eux, ont eu entre les mains des documents qui viennent des islamistes, salafistes, frères musulmans, et qui en fait expliquent qu'il faut arriver à un édit de Nantes. Donc il faut bousculer la société française, bousculer les élites, pour que, au nom de la paix, l'appeasement, la France apaisée, l'apaisement, au nom de l'apaisement, Chamberlain, Daladier, ils nous disent ça suffit, on a compris. Voilà, on vous donne des bouts de territoire français, des morceaux de France, où vous pourrez pratiquer la charia, comme ça se fait déjà avec certains tribunaux islamiques en Angleterre, dans certaines régions anglaises, et on vous donne donc les fameuses places de sûreté, et ce sera la paix. Voilà, c'est l'échange. La paix contre la partition. Je réponds à votre question en la reprenant. Et donc, j'ai lu ces documents. Ils figurent dans mon livre. Le nouvel édit de Nantes. Et j'ai été stupéfait, il y a quelques heures, de lire le livre d'entretien de François Hollande avec 2 journalistes du Monde, de lire la confidence, les confidences de François Hollande qui dit il y a un problème d'immigration, il y a un problème d'islam, et surtout cette phrase terrible qui répond à votre question: comment peut-on éviter la partition? Car c'est quand même ça qui est en train de se produire, la partition. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Donc on a lu visiblement le même rapport. Ce que craint François Hollande par-dessus tout, c'est la partition. Et donc en réalité, cette phrase-là, cette question de François Hollande, en privé, rejoint une question, une affirmation de Manuel Valls hier, qui a dit « l'islam a sa place en France ». Ah bon? L'islam a sa place en France? Sa place forte, ses places fortes. Voilà ce qui se prépare. Et donc, voilà le but de ce livre, c'est de dire aux Français, n'acceptez plus qu'on lâche un pouce de terrain. En France, on serre la main des femmes. En France, on ne porte pas des tenues du 7e siècle. En France, on ne tue pas les animaux en les égorgeant, en leur tournant la tête vers la Mecque, en les égorgeant sans les étourdir. En France, il n'y a pas de minaret, il y a des clochers surmontés du coq gaulois. En France, il y a la liberté de changer de religion. En France, il n'y a pas le Coran. Non, le Coran n'est pas un livre français. Le Coran, c'est l'islam, c'est l'Oumma. Le Coran, c'est 3 choses, en fait, qui sont incompatibles avec notre civilisation. Premièrement, c'est le djihad. Le djihad guerrier, le djihad de civilisation, le djihad démographique. Le djihad, c'est la conquête. Le djihad, ça veut dire une autre humanité, une humanité soumise à Allah. Donc, nous, on ne peut pas accepter ça, parce que ça veut dire que c'est plus que les attentats. C'est la guerre, c'est la conquête, c'est la soumission. Islam, ça veut dire soumis. Deuxièmement,
Deuxième incompatibilité, l'islam c'est la charia. Saint Thomas d'Aquin disait l'islam c'est la loi des morts, M-A-U-R-E-S, la loi des morts. Il avait bien vu, c'est pas une religion l'islam, c'est beaucoup plus que ça. C'est un système politico-religieux, c'est-à-dire une nation, une société, une religion, une loi. La loi islamique, la loi d'Allah. La parole incréée, on ne peut pas la modifier, on ne peut pas l'adapter, on ne peut pas la réformer, la charia. Et puis, donc, pas de distinction entre le temporel et le spirituel. Et à la place de la femme, on sait ce que ça veut dire. Frappez-les, allez à vos épouses comme à un chant de labour. J'ai amené le Coran avec moi. Puis troisièmement, l'Oumma. C'est peut-être le plus important. Le roi Hassan II, quand je l'avais rencontré longuement, m'avait dit « Jamais vous ne ferez des Marocains des vrais Français, à cause de l'Oumma. » L'Oumma, c'est la communauté des croyants. La communauté des croyants, elle s'arrête aux limites de l'islam, du Dar al-Islam. Il n'y a pas de fraternité extérieure. Donc il n'y a pas de notion de fraternité universelle. Avec l'Oumma, il y a la communauté des croyants qui cultive la nation, l'esprit de la nation. La nation, il n'y en a qu'une, c'est l'Oumma. C'est la communauté des croyants, c'est l'islam. Et donc, il est impossible pour quelqu'un qui est musulman d'embrasser une autre nationalité. On est musulman, point. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup inquiété de découvrir une chose stupéfiante, c'est en fait que Najat Vallaud-Belkacem a été nommé le 21 décembre 2007 membre du conseil de la communauté marocaine. Et je suis allé voir le daïr qu'il a nommé, et dans le daïr qu'il a nommé, il est question de l'identité marocaine. Chaque membre devra veiller à la diffusion de la langue arabe et de l'islam. Donc en réalité, on a un ministre de l'Éducation nationale, c'est grave ce que je dis, hein. On a un ministre de l'Éducation nationale qui a une double allégeance. Elle est ministre de l'Éducation nationale de la France, donc elle s'occupe de la langue française, elle s'occupe de l'enseignement de l'histoire, enfin bref, elle s'occupe de ce qu'elle devrait faire, qu'elle ne fait pas. Mais en même temps, elle est membre du conseil de la communauté. Alors elle n'est plus sur Internet, il n'y a plus rien. Mais j'ai le document, moi. J'ai le document où il y a encore quelques mois, jusqu'en 2015, elle était toujours membre du conseil de la communauté marocaine, et ce conseil vise à l'enseignement des langues, l'éducation religieuse, l'action culturelle à l'extérieur du Maroc. Donc en fait, quand elle dit qu'elle va mettre l'arabe dans le primaire, elle est logique. Vous êtes très dur avec la classe politique. Je vais essayer d'être le plus rapide possible pour la fin de cet entretien. Vous êtes très dur avec la classe politique. Vous dites à un moment qu'elle pratique l'intelligence avec l'ennemi. Mais comme on est en temps de guerre, vous savez ce qu'on faisait aux gens qui pratiquaient l'intelligence avec l'ennemi en temps de guerre? Oui. Non, mais je vais plus loin. Ils ont du sang sur les mains. Et je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ils ont démantelé les frontières, alors qu'ils savaient que c'était dangereux. Pierre Jox avait dit à Mitterrand, ne faites pas ça, on aura notre frontière au Pirée, ce sera une catastrophe. Ils ont installé au cœur de la nation une autre nation, une super nation, la nation islamique, l'Oumma. Ils ont installé le clientélisme communautaire dans nos banlieues. Ils ont rompu les relations avec l'État syrien. Si on avait gardé nos relations avec l'État syrien, on aurait évité le Bataclan. On aurait eu le renseignement. Ils ont décidé de faire de l'islam une force électorale. C'est pour ça qu'on ne peut pas toucher à ce sujet. Et ça sera de plus en plus difficile d'y toucher. Et donc, en fait, s'ils n'avaient pas fait tout ça, Martial Bild, la question que je vous pose, est-ce qu'on aurait eu les attentats? Non. On n'avait pas les attentats dans les années 60. Alors, c'est de l'inconscience, c'est de l'incurie, c'est de l'impéritie, c'est plus que ça. C'est, oui, une volonté d'intelligence avec l'ennemi. Parce qu'en fait, la France n'est plus indépendante. On a deux allégeances. On a l'allégeance américaine, on suit leurs aventures dans le monde. On est allé au Kosovo. Qu'est-ce qu'on est allé faire au Kosovo? Et puis maintenant, on se bat contre Poutine et contre Assad. Alors que Poutine et Assad se battent contre Ahrar al-Sham et Fatah al-Sham, c'est-à-dire le front al-Nosra dont Fabius disait ils font du bon boulot. Donc
c'est tout à l'envers. Et donc, nos allégeances orientales et américaines nous aliènent notre souveraineté, notre indépendance et notre rayonnement. Donc oui, je dis, la classe politique, elle est gravement coupable et un jour, l'histoire les jugera sévèrement. Alors, vous jugez déjà parce que dans les primaires, vous avez déjà pris parti, vous êtes très dur, non moins avec Nicolas Sarkozy, dont vous étiez occupé dans le précédent ouvrage, mais là, c'est avec Alain Juppé, dont vous montrez absolument, en termes sur la question de l'islam, son inconstance la plus totale, avec des propos contradictoires, entre 5 années, des propos pro et anti-islam en l'espace de 5 ans. Oui, alors, je raconte, moi j'avais assisté à la convention de Villepinte. Donc, moi, j'ai connu le Juppé islamo-incompatible, avec une déclaration tonitruante au lutrin de Villepinte. Les assises de l'opposition, ça s'appelait. Et maintenant, il y a le Juppé compatible. L'ami de Tariq Obrou, le recteur de la mosquée de Bordeaux, qui, dans une vidéo, dit, à un moment donné, alors maintenant, il renie ça, mais c'est quand même, vous pouvez y aller, de l'Imotion, c'est dans mon livre, toutes les références, il dit le califat est une obligation. Voilà, l'ami, donc, pour moi, Juppé, c'est un dhimmi, vous voyez. Un dhimmi, c'est quelqu'un qui est un ami de l'islam, qui est en situation d'infériorité et qui remercie l'islam de le protéger. Vous savez comment on l'appelle à Bordeaux? Comment les musulmans l'appellent à Bordeaux? Le bouclier de l'islam. Voilà. Donc moi, je dis les choses, je pense... Donc vous faites de la politique. Il nous conduit à la catastrophe. Quant à Nicolas Sarkozy, je ne devrais pas l'oublier. Il m'en voudrait. Nicolas Sarkozy, un jour, il m'a dit, et on retrouve ça dans le livre de Patrick Buisson, sur Sarkozy et l'islam, un jour, il m'a dit, je vais régler le problème de l'islam en France, on va en faire une religion officielle, et je vais mettre les banlieues en location-gérance, c'est-à-dire sous le contrôle social de l'islam. Parce que nous, on n'est plus capable de le faire. Voilà, en fait, nos hommes politiques, le compromis historique qu'ils ont signé dans leur tête avant de signer le nouvel édit de Nantes. Ils ont résolu le problème dans leur tête. C'est la société multiculturelle. Ils pensent comme on le pensait quand j'étais étudiant à Sciences Po et que mes profs me disaient « Ah, le Liban, cette terre d'encens, de miel et de soleil ». Ils pensent que le multiculturalisme, c'est la paix. Le multiculturalisme, c'est la guerre civile. Alors vous sonnez le tocsin, vous avez décidé, vous l'avez dit 1000 fois, de troquer votre circonscription électorale pour une circonscription lectorale, j'ai bien compris. Je crois que vous m'avez bien lu. Oui, ouais. J'ai bien lu, mais ce qui m'inquiète, c'est que, et je suis obligé de vous poser la question parce que les téléspectateurs se la posent, c'est que, est-ce qu'un général commence à réécrire ses mémoires alors qu'on est en temps de guerre, que la bataille se déroule et qu'il pourrait être sur le terrain pour sauver la patrie? Un général, d'abord, s'il veut éviter d'être gamelin, il ne fait pas la guerre d'avant. Il fait la guerre d'après. Il prépare la guerre d'après. Et moi, mon rôle, c'est de préparer la carte d'état-major pour dire voilà où ça va se passer. Voilà les prochaines batailles. Voilà ce que sera la prochaine guerre. Si j'arrive à convaincre les élites françaises, pas celles d'aujourd'hui, pas la classe politique d'aujourd'hui, mais celles de demain qui vont prendre la relève, qu'il ne faut pas se tromper de combat et que la double reconquête de la liberté de la France et de l'identité de la France est vitale, alors j'aurai réussi ma mission. Et ce que je veux leur dire, peut-être pour terminer, c'est la chose suivante. La France, dans son histoire, a eu bien des malheurs. Vous le savez, vous êtes un homme cultivé. Les invasions barbares, la guerre de 100 ans, l'occupation. De toutes les épreuves traversées, la France a gardé une mémoire douloureuse, mais victorieuse. Pour la première fois, la France se doit d'affronter la crainte de disparaître. Et moi, mon rôle, étant un homme libre, sans autre désir que de transmettre l'alerte et de sonner le tocsin, c'est de donner aux documents que j'ai en ma possession l'écho nécessaire pour que les Français se lèvent et qu'ils disent il y a l'islam, il y a les musulmans. Pour l'islam, c'est non. La France n'a pas vocation à devenir la fille aînée de l'islam. C'est non. Pas de construction de mosquées, pas d'infiltration du wahhabisme et de l'argent étranger.
Pour les musulmans, il y a ceux qui mettent le désordre, il faut qu'ils repartent, la remigration. Il y a ceux qui affichent un mépris matiné de nostalgie. Ils sont malheureux chez nous, il faut qu'ils repartent aussi. Il y a ceux qui acceptent de laisser la France descendre dans leur cœur, mais qui ne la connaissent pas, et qui pourraient être des Français de désir. C'est aussi à eux que je m'adresse, parce que j'en vois chez moi, au Puy du Fou. J'en vois. C'est touchant. En fait, entre le Coran et la France, il faut choisir. Il y a eu des musulmans qui ont choisi la France, les harkis, et tant d'autres dans notre histoire, qui ont choisi la France. Parce que la France est belle, parce que Charles de Foucault, quand il parlait à des musulmans, était parfois entendu, mais il a été assassiné. C'est la preuve que on peut avoir des musulmans français, mais qu'il n'y aura jamais d'islam français. Ou alors, s'il y a un islam français un jour, ce sera que la France est devenue une terre d'islam. Et ça, jusqu'à ma mort, je me battrai contre ça, pour que la France reste la France. Et moi, je dis à ceux qui nous écoutent, ne lâchez pas un pouce de terrain. Nous avons une grande civilisation. Un peuple, comme le peuple français, a un double droit inaliénable. Le premier, c'est le droit à la continuité historique, le droit de préserver ses symboles, sa culture, ses monuments. Et le deuxième droit, encore plus important, c'est le droit de cultiver les richesses anthropologiques de notre civilisation, la distinction entre le temporel et le spirituel, la place de la femme. La France est le pays inventeur de la courtoisie. La place de la personne, la place universelle de la personne. Le sermon sur la montagne, c'est quand même autre chose que le verset du sabre. Donc, gardons notre civilisation, gardons nos racines, gardons les fiertés françaises. Merci Philippe de Villiers. Je ne pourrais pas conclure sans une dernière question parce qu'elle va de soi. C'est que vous avez écrit le passé de l'histoire de France pour le Puy du Fou. Vous avez trouvé une voix qui a porté ce message-là. Ça devait être Champia de mémoire qui avait prêté sa voix. Aujourd'hui, vous voulez réécrire ce roman national. Vous voulez qu'il se poursuive et vous l'écrivez déjà. Vous avez des pages somptueuses à la fin de cet ouvrage sur ce jardin à la française, sur ce roman d'amour. Qui en est la voix? Parce qu'on a le sentiment que cette nouvelle génération, vous la cherchez. Vous avez reçu cet été Emmanuel Macron, qui vous a dit qu'il était plus socialiste chez vous. Vous avez rencontré Marion Maréchal. Est-ce que vous cherchez tous azimuts cette nouvelle génération ou est-ce que vous avez déjà trouvé qui est porteur de ce futur roman national que vous allez écrire et qu'il va bien falloir jouer si ce n'est pas vous? Alors, d'abord, le roman national, c'est à l'école qu'il faut le jouer. C'est à l'école qu'il faut le diffuser. Vous comprenez? Plutôt qu'une contre-mémoire ou une histoire halal. Bon. Et donc, si on enseigne à l'école l'histoire de France sous l'angle du roman d'amour que je préconise et que je décris un petit peu à la fin de mon livre, alors tout repartira. Pour le Puy du Fou, les choses sont simples. Les gens viennent, ils se font connaître, ils se font pas connaître. On a reçu Emmanuel Macron. Il y a d'ailleurs une anecdote qui est très amusante, c'est que je dis c'est le premier miracle de l'anneau de Jeanne d'Arc, parce qu'il avait voulu voir l'anneau de Jeanne d'Arc. Il était penché sur l'anneau de Jeanne d'Arc et tout à coup il y a eu des trépignements. La presse était juste derrière, il s'est retourné et il a crié « Je ne suis plus socialiste ». Alors bon, si on croit au miracle, on pense que ça ne peut pas être une coïncidence et à ce moment-là je lui ai dit « Revenez devant l'anneau pour dire « Je ne suis plus mondialiste, je ne suis plus européiste ». Et là, il n'y a pas eu de deuxième miracle. Quant à Marion Maréchal Le Pen, elle est venue, c'est une visite privée, avec ses amis, avec sa famille, voilà, et elle a été très touchée par le Puy du Fou parce que c'est une personne qui vibre à la France, à l'histoire de France, et je souhaite que toutes les générations nouvelles, eh bien, ressentent quelque chose qui est très, très, très important, c'est guetter en soi, dans ses enfouissements, les affleurements de tendresse française. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Je propose bien sûr à nos téléspectateurs d'urgence d'acheter ce livre « Les cloches sonneront-elles encore demain ?» parce que je recevais non pas l'ancien ministre, non pas l'entrepreneur, non pas l'homme politique, mais le lanceur d'alerte, si j'ai bien compris. Oui. Merci Philippe. Merci beaucoup.